ce journal. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TPT+, à cette session d'information. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par la Journée internationale de l'homme, instituée depuis le 19 novembre 1999, célébrée par la communauté internationale et soutenue par les Nations Unies en vue d'améliorer les relations entre hommes. Malheureusement, au Congo, précisément à Pointe-Noire, cette journée est passée inaperçue. À propos de cette journée, écoutons ce récit de Rudy Gloire Maswangi. Faut-il voir dans la Journée internationale de l'homme la copie conforme de celle dédiée aux femmes célébrée le 8 mars? Selon son initiateur, c'est tout à fait autre chose. À la faveur de cette journée soutenue par les Nations Unies, le souhait est d'améliorer les relations entre les hommes et les femmes et promouvoir leur égalité afin de poursuivre ensemble la construction d'un monde meilleur et plus sécuritaire où l'on pourra vivre en toute tranquillité et s'épanouir pleinement. Cette journée a pour entre autres objectif de mettre en lumière les modèles masculins, l'amélioration des relations entre les sexes et la promotion de l'égalité. Une occasion pour réfléchir sur la santé de l'homme et sur son bien-être physique, émotionnel, social et spirituel. C'est aussi un temps de réflexion sur certaines lacunes dans les soins qui leur sont offerts dans le domaine des services sociaux, sur certaines attitudes ou attentes de la société et au regard de certaines lois. Au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, la capitale économique, cette journée n'a pas fait l'objet d'une attention particulière, aucune déclaration de la part des autorités compétentes. Le citoyen ou le Pontenegrin aussi n'a pas connaissance de cette journée. Dans un pays où les relations humaines semblent conflictuelles à tous les niveaux, du sommet à la base, tenez, entre opposition et pouvoir, entre employeurs et employés, entre époux et épouses, entre enseignants et élèves, et même entre pasteurs et fidèles, les rapports sont bien conflictuels. Comment ne pas faire attention à une telle journée? La semaine de santé de la mère et de l'enfant, initiée par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement, lancée hier vendredi 19 novembre au CSI de l'arrondissement de Mvumvu, en présence des officiels politiques, sanitaires et des partenaires au développement ainsi que les populations bénéficiaires. Cette journée débutée hier vendredi 19 novembre et qui prendra fin le 26 novembre 2021 a été organisée dans le but de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle. La cérémonie de lancement a été patronnée par Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population. Un compte rendu de Monica Ruthben, Olivier Titi et Christian Ibanga. L'intérêt principal de cette initiative de l'UNICEF, partenaire du gouvernement en matière de santé de la mère et de l'enfant, n'est autre que de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle et d'améliorer les indicateurs de santé. Les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer ont été, sinon, sont les facteurs principaux de cette semaine de santé de la mère et de l'enfant, comme l'a souligné le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Comme vous le savez, les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer constituent la couche la plus vulnérable de la population, c'est-à-dire celle pour laquelle le risque de maladie et de décès est le plus élevé. C'est pourquoi la politique de santé de la République du Congo met un accent particulier sur les interventions à haut impact pour la santé de la mère et de l'enfant, ce qui a permis à notre pays de réaliser des progrès dans ce domaine. Après plusieurs discours, notamment du co-représentant de l'ONU au Congo, Ousmane Dem, qui a souligné qu'il sera mis en place un projet dit Kobikisa, qui couvrira 36 districts sur les 52 du pays et aura pour composante appuyer la mise en œuvre de la gratuité de cette semaine et améliorer le système de santé au Congo.
et l'exécution des budgets en partenariat avec le ministère des Finances. La vaccination de la deuxième dose du pentavarol et la première dose contre la rougeole et les suppléments nutritionnels ont été administrés à un échantillon d'enfants par les autorités telles que la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, le ministre de la Santé et de la Population et la représentante de l'UNICEF au Congo. La phase de vaccination a été suivie par la visite communautaire guidée par le docteur Leza, où il y a eu un repérage des enfants de moins de 5 ans de les familles du quartier Vunvu et ont bénéficié d'une fiche de suivi au CSI de Vunvu, de la vitamine A et des vaccins gratuits après dépistage. Cet événement a été clôturé par la visite guidée du CSI de Vunvu. Tout compte fait, l'objectif du gouvernement en lançant cette semaine de santé de la mère et de l'enfant du 19 au 26 novembre 2021 est de réussir à vacciner les 80% restants des mères et enfants en République du Congo, a confié la représentante de l'UNICEF au Congo. L'initiative que nous lançons aujourd'hui donc devrait permettre de vacciner au moins 80% des enfants non vaccinés pour la troisième dose du pentavalent et pour la première dose de rougeole-rubéole, de vérifier les statuts nutritionnels de plus de 234 000 enfants et de les supplémenter en vitamine A, de dépister plus de 18 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et de les mettre sous traitement, de mettre au moins 200 000 femmes à l'âge de procréer sous méthode contraceptive, d'offrir les services de consultation prénatale à au moins 20 000 femmes enceintes, y compris le dépistage du VIH et la mise sous ARV pour les femmes enceintes séropositives. Revenons sur les journées internationales. Cette fois-ci, c'est de la journée mondiale des toilettes dont il est question. Instaurée le 16 novembre 2021, 20 ans déjà, jour après jour, qui est célébrée à travers le monde, la journée mondiale des toilettes. Une journée fondée par Jacques Sim avec pour leitmotiv faire des toilettes des coins d'aisance, s'il vous plaît. Cette grande journée semble méconnue des Congolais du sommet à la base. À propos de cette journée, suivons ce récit de Florida Ngoma. Il faudrait savoir que la Journée mondiale des toilettes est un événement annuel célébré chaque 19 novembre. Cette journée met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propriété et la sécurité des toilettes pour tous. L'édition de cette année porte sur la valeur des toilettes en attirant l'attention sur le fait que les toilettes et les systèmes d'assainissement auxiliaires souffrent d'un sous-financement, d'une piètre gestion et d'un désintérêt dans de nombreuses nations du monde. Le cas de notre pays, où la quasi-totalité des toilettes sont dans la merde totale. Ces lieux appelés coins d'aisance chez les autres sont les véritables coins d'odeur nauséabonde chez nous. L'importance de cette journée serait de faire connaître le rôle des toilettes et leur utilité. Ils sont combien qui connaissent le rôle des toilettes ou mieux de la bonne digestion. Nombreux aiment mieux la constipation que déféquer. Hélas, ne sachant pas que nous devons notre santé en grande partie au prix de la bonne digestion, donc des toilettes propres, car les conséquences sont dévastatrices pour la santé, l'économie et l'environnement, surtout au sein des populations les plus pauvres et les plus marginalisées. En effet, là où les toilettes manquent ou sont très sales. Cependant, investir dans la construction et l'assainissement des toilettes est essentiel. Selon l'approche fondée sur les droits humains, les gouvernants doivent écouter les personnes qui n'ont toujours pas accès à des toilettes propres et affecter des fonds spéciaux pour les associer au processus de planification et de décision en vue de régler cette question de santé publique. Les secteurs publics et privés doivent consulter des groupes laissés pour compte afin de créer des systèmes d'assainissement durables. Cette journée n'a pas fait l'objet de célébration, encore moins d'une déclaration gouvernementale dans notre pays. Comme quoi, pas d'intérêt, pas d'action. Nous retiendrons que 3,6 milliards de personnes ne disposent pas de toilettes convenables dans le monde. 2 milliards de personnes boivent de l'eau provenant d'une source contaminée par des matières fécales. Et 700 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de diarrhée due à des services sanitaires ou des toilettes insuffisantes et une mauvaise hygiène. Hélas, chez nous, caca, c'est caca sans plus.
Poursuivons ce journal pour parler de la déscolarisation des mineurs qui semble devenir une situation très récurrente dans notre société. Définie comme le fait de ne plus fréquenter une école est de nos jours à l'origine de plusieurs conséquences, parmi lesquelles le chômage et la délinquance juvénile. Face à cette question difficile, les parents oublient-ils leur devoir d'éduquer les enfants? Quelles peuvent être justement les causes et les conséquences de la déscolarisation des mineurs? Melchisedek. Tout enfant a droit à l'éducation, car c'est un privilège pour un enfant de fréquenter une école pour prétendre réussir dans cette vie. La scolarisation, c'est la voie par excellence pour s'épanouir, se forger une personnalité et une dignité. Mais qu'est-ce qui peut causer ou être à l'origine de la déscolarisation des mineurs dans notre pays? L'on pourra citer entre autres les responsabilités des parents, la galère parentale, les consciences et le désintéressement des mineurs pour leurs études, les mauvaises compagnies, sans perdre de vue les responsabilités ou la démission des pouvoirs publics, garant du droit des mineurs à l'éducation. Voilà qui peut facilement développer certains phénomènes prohibés par la loi, comme les enfants travailleurs ou l'exploitation des mineurs par leurs parents, mais pas seulement. Bien d'enfants ou mineurs se voient obligés, pour justement l'amour des études, de se faire exploiter pour subvenir aux besoins de leurs études, leur réussite étant à ce prix. Le phénomène mariage précoce, encore d'actualité, a entraîné à la déscolarisation pas mal des jeunes filles mineures. La déscolarisation alimente l'analphabétisation. Un pays ne peut pas se développer avec des analphabètes. Certes qu'ils sont utiles, car ils peuvent être utilisés autrement. Mais le taux élevé des analphabètes n'est pas bon pour le développement d'un pays, lesquels vont donc assurer la relève des cadres d'aujourd'hui. Cependant, tous les enfants devraient avoir accès aux études, au même pied d'égalité, conformément à la Constitution. En effet, l'État a instauré des écoles publiques pour donner certainement la possibilité à tous les enfants pauvres ou riches d'étudier. Il reste donc à parfaire le fonctionnement de notre école publique pour que vive la scolarisation des mineurs au Congo. Tout à fait autre chose dans ce journal. La nature a fait de sorte que chaque arbre fruitier donne son fruit en sa saison. Et il nous semble qu'au Congo, nous sommes en plein dans la saison des safous. Ainsi, notre reporter Tif Tivongo, étant de passage au village Koutou, dans le Kwilu profond, a vu une forte production des safous. Seulement l'état de la route, s'il vous plaît, n'arrangera pas pour que nous consommions ces bons safous pendant les fêtes. Ici à Pointe-Noire, suivez notre voyage. Ces fêtes de fin d'année-ci, c'est sûr que les passionnés des safous vont bien se régaler. Pas étonnant, c'est la saison des safous, comme vous le constatez. De passage au village Koutou dans le district de Madingokai, département du Kwilu, nous avons été attirés par la vitalité que renvoyaient ces safoutiers. C'est vrai que c'est sa saison. Ici, presque chaque parcelle a un safoutier. Et à une telle période, c'est le sourire pour les familles qui avaient intériorisé l'importance d'un arbre, sinon surtout fruitier. Au moment là, nous sommes là, je suis déjà très content parce que dès que je fais la récolte là, si je vais changer les tôles de cette maison, parce que à tout moment, je change les tôles à l'aide de ça. C'est la saison de ça. Ça part de novembre jusqu'en février, nous allons voir en mars. Le maximum, ceux qui vont vendre en décembre là, c'est autour de 25 000. Après, au moins 15 000. 18 000, au maximum 9 000, le dernier prix. Regarde comment ils produisent d'abord. Donc je suis très content de les protéger et de les garder. Il faut que ça puisse bien mûrir avant que je fasse la récolte. La plupart de ces safoutiers du village Koutou donnent, sinon produisent des bons safous. Appelés au Gabon, les Atanga. Au sud du Cameroun, les pruniers. Mais quelle route pour les acheminer à Pointe-Noire? On se bat toujours comme ça. Même si la route est critique, mais on se bat toujours pour arriver à Pointe-Noire. Enfin, il faut charger ça à temps pour que tu puisses arriver au lieu que ça puisse courir. Parce que ça doit encore en route, c'est pas bon. La route de Ntanyumbi jusqu'à Koutou, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dans ce pluie là. On n'arrive plus. Donc parfois, quand il pleut, il n'y a même pas un véhicule qui circule. Je voulais même que le gouvernement puisse faire le nécessaire de nous faire la route pour nous, comme il nous avait promis. Si vous salivez déjà à la vue de ces Atonga, oui, ce reportage est fait pour ça. Seulement, priez que le président de la République, qui avait, pendant sa campagne électorale, fait remarquer que nous importions même les safous du Cameroun, construise cette route qui va être fortement endommagée par les pluies,
pour que ces délicieux safou vous parviennent à Pointe-Noire. Restons dans ce sillage, cette fois-ci à l'international, la Côte d'Ivoire qui a découvert pour la première fois le safou au Congo-Brazzaville en 1977 au travers du président Houphouët-Boigny en visite présidentielle dans notre pays. La Ouméné est cultivée chez lui au point que le safou soit aujourd'hui beaucoup produit et mieux valorisé en produits dérivés en Côte d'Ivoire qu'au Congo. Suivez plutôt ce reportage de la foire du safou en Côte d'Ivoire avec NCI News. Fruit typiquement africain de couleur violette. Lorsqu'il est à maturité, le safou, par ailleurs appelé prune d'Afrique, est issu du safoutier et peut se consommer cru, en plat cuisiné, mais également transformé en plusieurs produits dérivés comestibles ou à usage externe. Sur ce stand, en plein à Yopougon, les producteurs locaux de la filière accostent les passants afin de les informer sur ce fruit peu connu par les Ivoiriens. C'est un fruit qui est très riche en éléments antioxydants, en éléments minéraux. Il est très riche en alcaloïdes et aussi il a des vertus. Toute cette richesse-là lui donne des vertus cosmétiques et thérapeutiques. C'est un fruit qui est utilisé largement dans la pharmacopée depuis les feuilles, l'écorce, les racines, le fruit et la graine. De l'huile pour l'alimentation, du baume, de la crème, du savon, des tisanes ou encore des petits gâteaux. Autant de dérivés de ce fruit qui suscitent l'intérêt des clients malgré la découverte récente. Je ne connais pas ce produit avant, c'est par curiosité que je me suis approchée. J'ai pris un baume pour les douleurs d'arthrose. Pour les producteurs du pays, il faudra désormais compter avec cette spéculation fortement bénéfique. Le safou est riche. Le safou permet l'agroforesterie. À 4 ans déjà, le safou commence à produire. Et ça produit pendant au moins, à partir de 115 ans, ça ne peut plus produire. Donc vous avez vu qu'il y a une durée, c'est plus long que les bières, c'est plus long que les autres produits. Leur ambition, conquérir le marché ivoirien en présentant les vertus du safou, fruit oléagineux, originaire d'Afrique centrale. C'est donc à juste titre qu'ils se font accompagner par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Dans un premier temps, le FICA a regroupé les producteurs en coopératives pour que déjà ils puissent prendre en charge leurs activités et pouvoir les développer. À ce jour, le safou en Côte d'Ivoire est cultivé dans les localités d'Alépé et Agboville. La filière compte seulement 300 producteurs. Une caravane dénommée la douzaine promotionnelle du safou a été initiée dans 4 communes de la ville d'Abidjan pour promouvoir ce fruit. Le safou a été introduit pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1977 par le premier président Félix Houphouët-Boigny après l'avoir découvert au cours d'une visite officielle au Congo-Brazzaville. Congo Hold Up, enquête collaborative, documente d'importants détournements de fonds publics en RDC. D'après cette dernière information, Joseph Kabila, ancien président, et sa famille auraient détourné près de 138 millions de dollars des caisses de l'État entre 2013 et 2018. France 24. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, aurait détourné des dizaines de millions de dollars d'argent public, selon l'enquête menée par 19 médias internationaux. La famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. L'enquête révèle également que 100 millions de dollars supplémentaires auraient été crédités sur les comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef d'État.
Au centre du système, la BGFI Bank, dont le frère de Joseph Kabila est directeur depuis 2013. Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires. Et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique. Les détournements concerneraient des politiciens et hommes d'affaires congolais de tous bords. Et l'histoire ne se cantonnerait pas simplement au Congo. Des fonds de BGFI Bank auraient servi à attirer des entreprises étrangères et financer des groupes comme le Hezbollah. D'autres révélations sont à venir, avertit le collectif de médias. Leur retentissement pourrait être énorme dans un pays où 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. Au Burkina Faso, un convoi de l'armée française était bloqué à Kaya. Des milliers de personnes ont bloqué le passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger. Africa News. Un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger, bloqué vendredi à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord du Burkina Faso. Des milliers de personnes ont décidé de barrer sa route à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso afin de protester contre l'insécurité galopante dans le pays. Malgré les accords signés avec la France, le convoi suscite des interrogations. Nous, ils transportent quoi? Ils amènent quoi? Chaque fois, ils partent vers le Sahel. C'est que nous, on veut là. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas passer. Même si c'est pas aujourd'hui, même si on va faire deux mois ici, là. Nous, on est calés, on ne va pas bouger. Mais nous, on ne veut pas leur aide. On ne veut pas négocier, on ne demande pas quelque chose. C'est que nous devons seulement dire une seule chose. Ils n'ont qu'à partir chez eux. Le pays va très très mal, ça s'arrange même pas. Côté politique ça va pas, côté opposition aussi ça va pas. Il faut qu'on soit ouvert avec eux. Parce que je suis sûr que les militaires, les policiers ou la gendarmerie qui sont tombés à Inata ces 2 derniers jours là, c'est pas ça, parce que les attaques là sont devenues très permanentes. Il faut que ça me fait maintenant. On en a tout vu, c'est trop dépassé, c'est trop excessif. L'avancée du convoi avait déjà été perturbée mercredi et jeudi à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest, et à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Au Soudan, 2 jours après la journée de mobilisation, la plus meurtrière depuis le coup d'État du 25 octobre, les Soudanais étaient nombreux à participer à cette marche, toujours aussi déterminés à retrouver un gouvernement civil. Africa News, une fois de plus. Ce vendredi au Soudan, les manifestants sont de nouveau descendus dans les rues de Khartoum, la capitale, pour protester contre la prise de pouvoir par les militaires. 2 jours après la journée de mobilisation la plus meurtrière depuis le coup d'État du 25 octobre, les Soudanais étaient nombreux à participer à cette marche, toujours aussi déterminés à retrouver un gouvernement civil. Mercredi, au moins 15 personnes ont été tuées à Khartoum, ce qui porte à 39 le nombre total de victimes de la répression. Préoccupé par ces violences, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé au Soudan jeudi d'autoriser les manifestations pacifiques. Les États-Unis continuent de soutenir la demande du peuple soudanais tout en appuyant une réinstallation au pouvoir du Premier ministre Abdallah Hamdok, actuellement placé en résidence surveillée. Selon la vice-secrétaire d'État américaine pour les affaires africaines, Molifi, le général Bourhan, à la tête du putsch, et M. Hamdok ont tous deux reconnu les lacunes dans le processus de transition démocratique lancé en 2019 après la chute d'Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Soudan que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.